Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Nous sommes aujourd'hui le samedi 16 août et je suis en compagnie de Floriane pour vous présenter le courrier des auditeurs de cette semaine. Alors on a beaucoup de choses à vous dire, des questions auxquelles on va répondre, des concours à vous rappeler et bien sûr des personnes à saluer. Et oui, Lisa, aujourd'hui on a tout ça à faire. Donc on commence peut-être par le rappel des concours. Voilà. Et d'abord par vous remercier tous ceux qui nous avaient envoyé des rapports d'écoute par rapport aux émissions en direct depuis Tam Shui qui sont en cours pendant tout le mois d'août. Puisque on va vous rappeler les fréquences aussi. Bonne idée. Si vous pouvez nous écouter, nous dire comment est-ce que vous recevez ces émissions donc, qui sont envoyées directement depuis Taïwan, que vous pouvez normalement écouter depuis un petit peu partout dans le monde, en espérant que les conditions météo sont bonnes. On a eu un typhon dans la semaine. Là, normalement, ce week-end, ça sera du meilleur temps. Donc, c'est possible de nous écouter sur 15 145 kHz à 17h, donc de 17h à 17h30 temps universel, et puis sur 11 995 kHz de 19h30 à 18h. Donc je répète, 15 145 kHz pour 17h et 11 995 kHz pour 17h30. Et donc ça sera, ou c'est déjà tous les vendredis, samedis et dimanches du mois d'août 2025. Très bien. Alors, on va passer au rappel des concours avec le concours du mois d'août. C'est en lien avec le documentaire sur les ponts Eiffel oubliés de Taïwan. Que j'ai écouté depuis la semaine dernière. Il est très intéressant, franchement. Donc, c'est avec le réalisateur et la productrice du documentaire que se sont entretenus Meg et Fix. Voilà. Et donc, vous pouvez aller écouter cette émission et même voir la vidéo du documentaire sur le site Taiwan Plus. Et vous pouvez ensuite répondre à notre question. Il s'agit en fait de citer 4 pays qui sont concernés par cette histoire. C'est vrai que l'histoire de ces ponts n'est pas aussi rectiligne que l'est un pont. Il y a des cadeaux à gagner, comme d'habitude. Ce sont des pendentifs de nœuds chinois. Voilà. Donc, il y aura combien de personnes ? Il y en a 4. Et puis, pour le concours trimestriel, c'est une question qui est relativement large, puisque vous avez beaucoup de réponses possibles. Il faut nous lister 3 événements culturels qui ont lieu en Europe auxquels Taïwan participe. Voilà. J'imagine, c'est possible dans l'actualité. Oui, pas quelque chose qui s'est passé en 2002. Voilà, on fait appel à votre bon sens pour on aurait pu préciser la question, mais voilà, là aussi il y a des cadeaux à gagner. Ce sont des Transat porte-smartphone et il y en a 5 à remporter pour ce concours trimestriel qui, on vous le rappelle, est pour le mois de juillet, août et septembre. Donc plutôt des événements de cet été. Et c'est vrai que Taïwan est très actif aussi en ce moment pour beaucoup de festivals et d'événements divers et variés. Donc c'est dans l'actualité, c'est dans des émissions différentes. Vous pourrez retrouver tout ça ou bien sur Internet tout simplement aussi. Il y a beaucoup d'informations à ce sujet. Voilà, et avant de passer aux réponses aux questions, j'aimerais prendre un petit moment pour saluer certains des auditeurs qui nous ont écrit ces derniers jours. C'est vrai qu'on n'en a pas trop salué la semaine dernière. Et on n'avait pas trop le temps, mais cette semaine, on a le temps, alors on le fait, on en profite. On salue Philippe Marsan qui nous écrit de France, Daniel Klotz, Harold Sus d'Autriche, Paul Jamet de France, mais aussi Sigbert Gérard qui nous écrit d'Allemagne. En fait, on a eu beaucoup de courriers d'Allemagne ces 2 dernières semaines. Oui, des gens qui suivent beaucoup les ondes courtes, en fait, qui avaient écouté les diffusions en direct depuis Tam Shui en juillet, parce que c'était en allemand, à la même heure et sur les mêmes fréquences. Et donc, nous avons le même créneau juste le mois d'après. Et donc, nous avons hérité de ces auditeurs qui ne sont pas toujours francophones, mais qui sont très généreux en rapport d'écoute. Et qui font l'effort de nous écrire, donc. Ouais. Donc on les remercie. On remercie également d'Allemagne Andres Bohem, Petra Kugler,
Matt Helmuth, Simon Peter Lier, Bernard Seisser, Igal Benger. Vraiment, je suis désolée, je n'ai pas fait allemand à l'école, donc j'ai aucune idée de comment ça se prononce. On fait de notre mieux et désolé. Voilà. Pardon. Alors, il nous faudrait Sassa avec nous parce que je pense qu'elle a une meilleure prononciation de l'allemand, étant alsacienne. Oui. Et sinon, on salue également Farid Boumechal et Nagmouchi Nouari qui nous écrivent d'Algérie et qui sont des auditeurs fidèles. On a également d'Algérie Abdel Hamid Djibari. On a un auditeur espagnol qui nous a écrit, Émile Christian, qu'on remercie. On a aussi un Roumen Pankov qui nous écrit de Roumanie. Sinon de France, Daniel Villon, Jean-Michel Aubier, Nicolas Pénarin et Gilbert Dupont qui nous écrit de Locq sous la canicule, précise-t-il. J'imagine que ça doit être le cas pour beaucoup d'entre vous aussi, même si vous ne l'avez pas précisé dans la location géographique. Voilà, on remercie également Marek Pis qui nous écrit de Pologne, Rambabou Kumar qui nous écrit d'Inde. On a quelques auditeurs indiens qui augmentent ces derniers temps, donc on les salue tous. On a par exemple Anand Moran, John Anthony, et aussi on a un auditeur du Pakistan, Muhammad Akil Bashir, qu'on salue également, et Fabrique S enfin qui nous écrit d'Italie. Voilà, donc merci à vous tous et toutes pour vos rapports d'écoute et vos réactions à nos émissions, vos questions, tout ça. C'est toujours très précieux pour nous d'avoir une forme de dialogue aussi et pas de parler tout seul sans trop savoir qui nous écoute et qu'est-ce que ça produit. Donc merci de vos réactions et n'hésitez pas toujours donc à continuer à nous écrire. Voilà, et on en profite aussi pour saluer Christian Guibaudo, qui je crois nous a écrit une question cette semaine. Oui, tout à fait. Donc il nous a remercié d'abord pour les explications sur la raison pour laquelle maintenant sur Facebook il y a ce pavé rouge. Donc il dit qu'il préférait la photo qui est en rapport avec le texte, mais si c'est plus simple comme ça, c'est pas grave. Et donc en fait, Valentin précise que le choix de ne plus mettre de photos est en fait imposé par la direction, c'est pas un choix du service français, parce que c'est une pratique qui est assez courante à Taïwan, qui est plutôt à la mode, et donc même si personnellement on préfère aussi les photos, parfois on reçoit des ordres d'en haut, donc voilà. on se plie aux coutumes locales. Et puis ensuite, la deuxième partie de la question, c'était sur le plus vieux documentaire tourné à Taïwan pendant la colonisation japonaise. Il remarquait que les maîtres japonais se sont, semble-t-il, assez vite imposés. Et donc la question, c'est si à l'époque, Taïwan n'avait pas été encore très peuplé de Chinois venant du continent, et donc est-ce qu'on parlait le taïwanais plutôt que le mandarin ? Et est-ce que les Japonais ont imposé le japonais, ou au moins dans l'administration ? Vaste question. Très vaste question. Et très intéressante aussi, parce qu'en fait, les Japonais, quand ils sont arrivés à Taïwan, en Chine, on ne parlait pas encore le mandarin tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de langues chinoises, et le mandarin est c'est vraiment une nouvelle langue, on va dire. Ouais, voilà. Donc, effectivement, les gens parlaient différentes langues avant la colonisation japonaise, mais c'était pas le mandarin. Donc, ceux qui étaient venus de Chine par des vagues de migration antérieures parlaient pour beaucoup le taïwanais. Alors, même si on l'appelle le taïwanais... Hokkien de Taïwan. Oui, le Hokkien de Taïwan. Hokkien de Taïwan. En fait, c'est une langue qui vient aussi de Chine et elle fait partie des langues sinitiques, disons, dans cette famille-là. Le Hakka aussi est une langue parlée, donc les Hakka ont une longue histoire d'immigration à l'intérieur de la Chine et puis à Taïwan, mais aussi vers la Malaisie, Singapour, beaucoup d'autres régions du monde. Donc le Hakka est aussi une langue sinitique qui était parlée à Taïwan avant la colonisation japonaise. Et puis il y avait bien sûr toutes les langues austronésiennes, les langues autochtones.
Donc d'un point de vue linguistique, aujourd'hui on compte 15 langues et 44 dialectes. Même si officiellement il y a 16 langues qui sont reconnues, en fait il y en a 2 qui sont tellement proches que d'un point de vue linguistique, elles sont considérées comme dialectes et pas langues à part entière. Donc voilà, c'est complexe, c'est une histoire politique aussi, comme très souvent. Pour revenir un petit peu sur le taïwanais aussi, donc c'est une langue qui fait partie des langues Min. Le Min étant le nom de la province du Fujian, qui est celle qui est juste en face de Taïwan. Et on l'appelle le Minnan, Nan étant le sud. Et donc il y a aussi des langues Min du nord, des langues Min de l'est, de l'ouest et du centre. Et toutes ces langues-là ne sont pas intercompréhensibles. Donc en fait, il y a toute une variété de langues chinoises qui sont très, très différentes les unes des autres, même si elles font partie de la même famille, voire sous-famille. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour parler plus précisément de la langue qu'on appelle le taïwanais, qui était parlée donc avant l'arrivée des Japonais. Il y a aussi le Mindong à Matsu. Voilà, aussi. Petit exemple. Ouais. Un peu niche, mais... Voilà, qui est encore parlé maintenant par une partie de la population. Les Japonais sont arrivés à Taïwan en 1895 et donc ils ont en effet imposé le japonais dans l'administration, mais aussi à l'école primaire, donc c'est très vite devenu la langue obligatoire. Ça s'est fait quand même de manière progressive. Hein. Ça s'est fait de manière progressive. Les écoles sont pas... Enfin, le système d'école s'est fait progressivement. Il n'y avait pas la scolarisation obligatoire partout à Taïwan avant, donc effectivement... Le nombre d'écoles a augmenté petit à petit, ouais. de plus en plus dans des zones reculées. Oui, donc, voilà. Et il y avait quand même une certaine tolérance pour continuer à parler d'autres langues dans la rue, dans les marchés, à la maison, même si la langue de l'administration et de la scolarisation est quand même très vite devenue le japonais. Ensuite, pour le mandarin, effectivement, c'est une très bonne précision de l'appeler mandarin donc, dans la question et pas chinois, parce que le chinois, c'est... Enfin, quelqu'un avait dit une fois, parler d'une langue chinoise, c'est comme parler d'une langue européenne. Ça n'existe pas. Oui. Voilà, il y a vraiment cette diversité. Sauf l'espéranto. Oui, mais c'est... Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le point commun entre le mandarin et l'espéranto, c'est que ce sont des langues inventées. Souvent, on parle du chinois comme d'une langue, en fait, parce qu'il y a cette unicité d'un point de vue graphique. Et donc là, c'est sûr qu'il y a quand même une continuité qui est là, même si les langues parlées étaient différentes. C'est dans la plaine de la vallée du fleuve Jaune que le chinois a commencé à être noté. Et donc, en fait, on a trouvé des traces qui proviennent du XVe siècle avant notre ère. Mais c'était une notation de la langue d'alors qui n'a rien à voir avec le mandarin d'aujourd'hui. Par exemple, Lisa, est-ce que tu savais que la langue que parlait Confucius, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans les Analectes, n'avait pas de ton? Oui. Ouais. Oui. Voilà, le mandarin est connu pour ses tons, mais en fait, il n'y en avait pas à l'époque. Et donc, il n'y a pas non plus d'intercompréhension possible avec le mandarin d'aujourd'hui. Je trouve que c'est tellement difficile à imaginer une langue chinoise sans ton. Alors que les textes donc, de ses disciples sont encore étudiés aujourd'hui et prononcés avec la prononciation du mandarin d'aujourd'hui. Donc le mandarin moderne... Parce que j'ai écouté les émissions avec Yoann. Oui, c'est vrai que la réponse à cette question est tirée des émissions faites par Sasa avec Yoann Goudin. Et les émissions avec Emmerich aussi. On a aussi parlé de ça. Voilà. Et donc, est-ce que tu sais de quand date le mandarin moderne? Je crois que c'est vers les années 1900, 1910, quelque chose comme ça. Je suis proche. Je crois que c'est peut-être même la fondation de la République de Chine. 1913. 1913. C'est un petit peu après, oui, d'accord. C'est ça. Donc, c'est après que les Japonais aient pris possession de Taïwan et après la fin de la dynastie Qing et donc avec l'instauration de la République de Chine,
qui s'est posé la question de la massification de l'instruction. Et donc en fait, les lettrés eux-mêmes à l'époque n'étaient pas alphabétisés dans la même langue. Chacun lisait dans sa prononciation locale. Et donc chacun était alphabétisé dans sa langue. Donc ils ont créé une conférence sur l'unification des lectures à la base. Et on dit bien des lectures et pas de la langue. Mais donc c'est vraiment en lien avec l'instruction scolaire des jeunes républicains et le besoin de lire tous dans le même code que le mandarin a été créé, ou que la question de créer le mandarin a été posée en fait. Et donc ils ont réuni des spécialistes ils ont invité des spécialistes de toutes les régions à venir, de toutes les provinces, même si tout le monde n'a pas répondu. Ils se sont mis d'accord, en fait, les personnes présentes, sur la lecture de plusieurs milliers de sinogrammes sur une langue que personne ne parlait. Donc ils ont inventé une nouvelle langue, ils ont créé un nouveau dictionnaire qui n'a en fait jamais été mis en pratique. Et en 1932, ils ont décidé que finalement ce serait la prononciation de Pékin qui serait utilisée, et pour lire un corpus littéraire à partir de 1919, donc qui abandonne le chinois classique et qui sert de base pour la grammaire et le vocabulaire du mandarin moderne. Donc pour revenir à Taïwan, le mandarin qui est parlé maintenant à Taïwan en fait est pour beaucoup encore une langue secondaire aujourd'hui, qui a été apprise d'abord à l'école et pas forcément à la maison. L'imposition du mandarin à Taïwan a été très brutale. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, on a changé complètement de langue nationale. Même si le japonais et le mandarin s'écrivent au moyen des mêmes sinogrammes à quelques différences près, la prononciation est complètement différente. Donc le japonais n'était déjà pas la langue maternelle des habitants de Taïwan pour personne, et le mandarin n'était parlé par quasiment personne, à part quelques Chinois nationalistes qui sont arrivés avec le Kuomintang, et encore pas tout le monde, parce que certains venaient aussi d'autres provinces où on ne parlait pas le mandarin. Donc l'élite du Taïwan colonial parlait surtout le japonais et puis d'autres langues à la maison. À ce moment-là, le gouvernement nationaliste a commencé par interdire le japonais tout en continuant à autoriser des autres langues sinitiques comme le taïwanais ou le hakka à la maison ou bien dans d'autres contextes. Et puis, avec la dégradation des relations entre les habitants de Taïwan depuis plusieurs générations, les Bunchengren, et puis d'autre part les nouveaux venus réfugiés nationalistes, les Waishengren, eh bien il y a eu une interdiction totale de parler les autres langues sinitiques et austronésiennes à Taïwan. Forcer tout le monde à parler uniquement le mandarin permettait d'avoir un meilleur contrôle des instances de Taïwan, à la fois l'administration, les écoles, et ça crée donc le besoin d'apprendre une nouvelle langue pour toute la population, et ça permettait aussi d'exclure en fait les anciennes élites taïwanaises, puisque toutes les générations qui ne savaient pas ou n'ont pas réussi à apprendre rapidement le mandarin ont été privées de parole à ce moment-là. D'ailleurs, il y a beaucoup d'écrivains taïwanais qui n'ont jamais réussi à faire, à transférer leur carrière en mandarin, qui étaient tellement habitués à écrire en japonais. Une fois que le KMT est arrivé, ils n'ont jamais pu vraiment continuer leur carrière, en fait. Oui, il y a ça aussi, ouais. Et les écrivains, ça fait partie des élites aussi, ouais. Surtout à l'époque. Ouais. Les écrivains, les journalistes, ça demandait... Bon, il n'y avait pas beaucoup de liberté de presse non plus. Mais oui, toutes les personnes qui occupaient des fonctions importantes avaient vraiment été exclues à ce moment-là. Et puis, c'est seulement après tout un temps de réapprentissage d'une nouvelle langue que ces personnes ont pu réintégrer des positions plus importantes. Mais ça a vraiment pris longtemps. Après, il y avait quand même une certaine tolérance pour d'autres langues, notamment à la maison ou dans les églises. Par exemple, c'est seulement en 1969 que la Bible en taïwanais a été formellement interdite de publication. Donc c'était bien après le début de la loi martiale. Et puis il faut aussi préciser que les Chinois nationalistes se sont aussi intéressés aux autres langues de Taïwan pour le renseignement. En fait, ils avaient besoin de comprendre ce qu'ils disaient dans toutes les autres langues.
Et donc, il y a eu la publication de méthodes d'enseignement des langues, donc taïgi, le taïwanais, et d'autres langues, des langues autochtones aussi. Et c'était des manuels dont la diffusion était interdite. C'était seulement pour les personnes au pouvoir qui voulaient apprendre ces langues-là pour leur enseignement. Donc. Il n'y avait pas un truc avec Chiang Kai-shek d'ailleurs? Mais si, il utilisait ça Oui, aussi, oui. c'est ça. Ouais, ouais. Donc, il avait son manuel de taïwanais. Mais c'était secret. Il fallait que lui puisse comprendre, mais c'était pas pour encourager tout le monde à parler ces langues-là. Voilà un petit peu donc pour répondre à cette question très intéressante de Christian Guibaudot, qu'on remercie. Merci Floriane pour ce résumé. Franchement, c'était un résumé en 10 minutes de 3 ou 4 émissions avec Johan Goudin qui durent une quinzaine de minutes chacune peut-être. Voilà. Donc merci à Christian Guibaudot et on va aussi répondre à la question de Jacques Augustin qui nous a demandé à quand remonte le premier homme à Taïwan et est-ce que des études en archéologie sont en cours sur ce sujet. Vaste sujet aussi. Là aussi, vaste question, décidément, cette semaine. Alors, on peut d'abord rappeler que la préhistoire, c'est généralement défini comme la période comprise entre l'apparition du genre humain et l'apparition des premiers documents écrits. Et donc, selon les régions du monde, la préhistoire, ça inclut toute une partie des périodes qui suivent l'âge de pierre, à savoir l'âge de bronze, puis l'âge de fer. Et c'est vrai que cette définition classique de la préhistoire, ça pose un certain nombre de problèmes en fonction des critères retenus pour la période, pour le début et la fin de la période, et aussi pour les datations des limites, parce que l'apparition de l'écriture en Mésopotamie et dans le sud-ouest de l'Iran, donc vers 3300 avant Jésus-Christ, et aussi en Égypte vers 3150 avant Jésus-Christ, c'est généralement considéré comme le début, comme la fin de la préhistoire. Mais c'est vrai que l'écriture n'apparaît pas à la même date dans toutes les zones géographiques. Il existe même des sociétés qui n'ont jamais adopté l'écriture, notamment en Amérique précolombienne ou en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie et notamment à Taïwan. Mais les autochtones avaient très peu de moyens d'écriture. Voilà, il n'y avait pas d'écriture tout simplement. Et puis si on retient la définition classique, la préhistoire dure littéralement jusqu'à 1624 et l'arrivée de la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre de se dire que la préhistoire a duré. Voilà, c'était juste pour d'abord rappeler ça. Et donc de nombreux préhistoriens modernes ont proposé de redéfinir le terme préhistoire en inventant d'autres termes comme la protohistoire par exemple, en se fondant sur des critères non plus archéologiques mais plutôt économiques et sociaux. Et donc certains considèrent par exemple que la préhistoire concerne les populations dont la subsistance est assurée par la prédation, c'est-à-dire des groupes de chasseurs-cueilleurs ou des pêcheurs qui exploitent des ressources naturelles qui sont disponibles mais sans les maîtriser. Et pour ce qui est de Taïwan, les premières traces d'occupation humaine remontent à environ 30 000 à 20 000 ans avant le présent, lorsque le détroit de Taïwan était une terre émergée, en raison du niveau de la mer qui était très inférieur à ce qu'on connaît aujourd'hui, et qui permettait donc une circulation des populations qu'on a un peu du mal à imaginer aujourd'hui. Et ensuite, il y a environ 5 000 ans, il y a aussi des populations néolithiques venant de la côte sud-est de la Chine, qui se sont installées sur l'île. C'était des populations, on pense, de langue austronésienne qui se sont ensuite dispersées depuis Taïwan jusqu'à d'autres îles du Pacifique et l'océan Indien. Et donc, leurs descendants sont les groupes autochtones de Taïwan qu'on connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Et en comptant tous les sites actuels, les plus anciens restes qui ont été datés par le carbone 14 en 2016 se situent entre 27 000 et 22 000 ans avant le présent. Un des sites archéologiques majeurs de Taïwan se trouve dans le comté de Hualien, dans l'est de Taïwan. C'est le site de Pashendong, la grotte des 8 immortels, qui a été fouillée en 1968, puis en 2013 une nouvelle fois. Et ce site appartient à la culture Changbin, on appelle ça la culture Changbin, et a révélé plusieurs artefacts très anciens trouvés à Taïwan, avec des galets aménagés et des lames. Et j'ai eu l'occasion de visiter ce site il y a quelques semaines. Et c'est une série de grottes qui font face à la mer, donc c'est un très beau site. On peut y accéder avec des escaliers et on peut pénétrer dans quelques-unes, mais en fait, il n'y a rien de particulier à voir dans ces grottes. C'est vraiment juste des
un peu des trous dans la falaise. Et en fait, parce qu'il y a eu des fouilles, mais ensuite elles ont été rebouchées. Et il y a eu une des plus grosses grottes, celle d'en bas, qui a une grande ouverture en forme d'amande. Elle est assez impressionnante, mais malheureusement, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Et apparemment, il y a une dizaine d'années, il y avait un temple bouddhiste qui était installé dans la grotte. Et sans doute que lorsque le site a été classé, le temple a dû déménager. Par contre, il y a un petit temple tout en haut, dans une des grottes, qui a l'air totalement illégal, lui aussi, avec une habitation, quelqu'un qui vit là-bas. Et sinon, dans ce site de Baxiantong, dans les couches les plus anciennes, les archéologues ont retrouvé des grands outils de pierre, ce qui suppose donc la pratique de la chasse et probablement de la cueillette. Et les couches les plus récentes présentent des petits outils de pierre en quartz, ainsi que des outils en os, en corne et en coquillage, ce qui serait dû, on pense, à un changement dans le style de vie avec une pratique de collecte de coquillages et la pêche de poissons. Et c'est aussi sur ce site, à Baxiangdong, dans une des grottes les plus en haut, la grotte Xiaoma, qu'on a retrouvé les restes d'un individu négrito. Négrito, ce sont des populations qui appartiennent à un groupe d'hommes et de femmes à la peau sombre, de petite taille, qui vivent en Océanie et dans le sud-est de l'Asie, et notamment aux Philippines. Et c'est à ce jour le seul spécimen qui a été retrouvé à Taïwan. Donc ça ne permet pas de savoir s'il y avait une large population de négrito à Taïwan, mais en tout cas, ce sont des restes qui ont été découverts il y a une trentaine d'années et qui ont fait l'objet de nouvelles analyses il y a quelques années, et on a pu confirmer donc que c'était le crâne d'un individu négrito, une femme. Et ce sont des restes qui se distinguent des autres restes humains préhistoriques à Taïwan, parce qu'il y a une position funéraire particulière, une chronologie, des objets, aussi des dents, des caractéristiques du crâne qui sont différentes. Et donc pour ceux qui ont suivi les décryptages de juillet, j'ai parlé des négritos et des recherches archéologiques à Taïwan dans une série de 2 épisodes réalisés avec le réalisateur Toby Openshaw, qui a publié un livre l'année dernière qui s'appelle Seeking the Kokota'ai et qui explore la possibilité que les mythes de petites personnes qui existent dans les traditions orales des peuples autochtones de Taïwan fassent référence à des négritos qui ont vécu à Taïwan et auraient peut-être rencontré les ancêtres des peuples autochtones actuels lorsqu'ils sont arrivés à partir d'il y a 6500 à 5500 ans environ. Et pour revenir à notre sujet, pour ce qui est des autres cultures du Paléolithique supérieur, il y a d'autres sites à côté de la culture Changbing, des sites dont certains sont actuellement datés de 6500 à 5000 avant notre ère et qui comportent des outils sur éclat. On en trouve à Taipei, Miaoli, Taichung, Tainan, Pingdong sur la côte ouest et Taidong, le site archéologique de Beinan à Taidong, qui est vraiment un site magnifique où on peut voir les sites d'excavation à ciel ouvert, donc on peut voir les cercueils, c'est vraiment un site super. Et ces sites sont identifiés comme appartenant aussi à des cultures pré-céramiques ou à des cultures du Paléolithique supérieur persistant. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, eh bien, je vous recommande vivement le musée de la préhistoire qui est à Taidong. Ouais, un super musée dans lequel on peut passer toute la journée. Voilà. Merci à tous pour votre écoute et on arrive déjà à la fin de ce courrier, donc on vous dit à la semaine prochaine. C'était Floriane et Lisa.